Cette deuxième session, aujourd'hui, nous l'avons intitulée « L'histoire répare le territoire ». Vous aurez compris peut-être que cette série de conférences fonctionne un peu et a des titres avec un verbe fort, comme « répare » ici, l'histoire, parce que nous pensons que c'est justement par une approche active de nos outils d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, que nous serons en position de créer les conditions pour un changement collectif. Cette réparation, elle est évidemment adressée, elle concerne évidemment cette planète qui est en train de tomber en ruine, en fait, d'une certaine manière, et sa future habitabilité, et signifie d'abord, une réparation signifie d'abord une claire vision, une vision claire de la situation dans laquelle nous sommes invités à agir. Nous ne pouvons pas réparer sans savoir ce qui se passe, sans savoir le diagnostic, sans avoir un historique de la situation telle que nous sommes en train de la recevoir. Alors, nous avons besoin de ce diagnostic avant de réparer, un diagnostic qu'on pourrait appeler prospectif, de ce qui s'est passé, de ces mutations qui ont amené à la situation actuelle. L'histoire répare le territoire parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Alors, comment on crée ce diagnostic, comme vous allez le voir, c'est par un arpentage, par une cartographie des systèmes qui sont parfois équilibrés, parfois déséquilibrés, des systèmes où l'occupation humaine a transformé, a amené des transformations parfois radicales et parfois néfastes. C'est ce qu'on appelle évidemment l'anthropocène. Alors, c'est là où le dérèglement climatique, le réchauffement climatique plutôt, arrive, et comme conséquence de cette situation déréglée, et avec le réchauffement climatique, un appauvrissement des ressources. Et quand on parle des ressources, quand on parle d'appauvrissement, c'est parce qu'on compare avec un passé, on compare avec ce qui s'est passé auparavant. Encore une fois, l'histoire qui vient raconter ce qui est absent, c'est la question des ressources qui ne sont plus celles qu'elles étaient auparavant. Alors, dans ce sens, l'histoire, c'est un agent. On avait l'habitude de parler de l'histoire commune de cette muse, Clio, hein, donc une personne qui était un agent qui écrivait le présent, qui devenait passé. Et cette écriture, évidemment, n'est plus singulière, elle est plurielle. Elle est plurielle parce qu'il y a beaucoup de monde qui se rejoint dans les phénomènes historiques. Il y a beaucoup de monde acteur, il y a aussi beaucoup de monde qui écrit, qui interprète, qui fait le diagnostic. Alors, c'est cette multiple écriture que nous allons voir aujourd'hui et qui prend racine dans le projet. Ces projets qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui sont deux. D'une part, celui de Capucine Ponsignon, Jade Régis et Pauline Pangon sur le Douro portugais, qui nous font le récit d'une vallée épuisée, donc disons un paysage culturel et un paysage naturel qu'elles essayent de réparer en ayant recours évidemment aux enseignements de l'histoire, d'une part, et d'autre part, Pauline Viennot, les trois premiers architectes issus de l'école d'architecture de Grenoble, et Pauline Viennot, architecte de l'EPFL, avec un autre sujet, celui du littoral de Valparaiso, au Chili, et ce qui essaye, enfin, un travail autour de la restauration de l'intuitif. Des approches différentes, des approches aussi spatialement très différentes, que Aizigul Kankat, professeur et architecte à l'école d'architecture également de Grenoble, va essayer de réunir, de commenter et de questionner à la fin de ces deux présentations avant d'ouvrir la discussion à l'ensemble de l'assistance. Voilà. J'espère que cette soirée va vous intéresser. Nous sommes, en tout cas, passionnés par ces deux sujets qui sont certainement, disons, l'introduction d'une nouvelle approche historique
dans le projet et qui, évidemment, va beaucoup évoluer dans les années qui viennent. Et donc, je vous laisse le plaisir d'écouter ces deux projets. J'invite donc Capucine, Jade et Pauline à prendre le devant de la scène. On souhaitait remercier tout d'abord la Fondation Braillard de nous permettre de présenter nos projets ce soir. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues nous écouter et participer à cette conférence. Donc, cette deuxième session, l'histoire répare le territoire. Comme il a été exprimé, donc dans cette ère de la transition, la parole nous est donnée en tant que jeunes architectes diplômés pour envisager autrement les transformations en cours et proposer de nouvelles habitabilités. Nous proposons donc de comprendre et prendre part à l'ensemble des mutations qui ont fait un territoire tel que nous le connaissons, afin d'imaginer de nouvelles manières de le faire habiter. Comme vous l'avez dit, Panos, arpenter les sites d'études pour en révéler les déséquilibres d'un certain système, nous pousse à revenir aux racines et histoires qui ont façonné ces territoires. Donc nous voyons l'histoire non pas comme une source incontestable et unique, mais bien comme un récit pluriel. Et de cette manière, l'histoire devient l'outil de projet que nous avons privilégié pour faire prendre racine aux graines de la régénération de deux territoires aujourd'hui en déprise. Donc avec Pauline Pangon, Jade Régis et moi-même Capucine Pointignon, nous allons vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Le Douro portugais, récit d'une vallée épuisée, régénération en 3 temps pour habiter autrement un territoire cultivé. Donc le choix de la vallée du fleuve du Douro au nord du Portugal comme territoire d'investigation découle de son histoire, son caractère agricole et du travail de l'humain sur la terre pour la cultiver. Ces paysages qui ont entièrement été façonnés par l'homme qui a réussi ce pari fou d'adapter un territoire inhospitalier à ses contraintes pour pouvoir s'installer, a résonné pour nous comme le témoignage des bouleversements climatiques en cours, donnant à ce territoire un potentiel de recherche particulièrement intéressant pour repenser nos manières d'habiter l'urgence climatique. L'urgence non plus comme un temps court aux résultats éphémères dans le territoire, mais plutôt comme une nouvelle temporalité, celle de la régénération. Et par le thème de régénération, nous entendons revenir aux prémices de la manière dont le territoire a été fabriqué. Et c'est dans cette démarche que nous avons arpenté le territoire de la vallée du Douro par d'innombrables découvertes ou lectures aux archives. Et de ces découvertes, 3 prismes se sont révélés à nous. Celui de l'eau qui forme et conditionne le territoire et qui nous a conduit à le traverser dans son épaisseur. Celui de l'agriculture par les visites des quintas, qui sont les domaines agricoles portugais, et par la compréhension de leur système d'organisation à l'échelle de la vallée. Et enfin, le prisme du train qui nous a permis de ralentir et de comprendre l'abandon d'une partie de la Linha do Douro et du développement du tourisme de masse en parallèle, notamment par les croisières sur le fleuve. Et enfin, donc cet arpentage nous a conduit à travailler à l'écriture d'un nouveau récit pour proposer une régénération à partir de l'expérimentation par le projet d'architecture. Donc c'est bien en entrecroisant ces 3 prismes que nous souhaitons vous raconter l'histoire de cette régénération d'un système corrompu, non pas industriel comme ce sera le cas dans le projet de Pauline Vineau, mais d'un système corrompu agroéconomique. Pour cela, nous allons vous présenter une régénération en 3 temps, dont découlent 3 projets d'architecture sur 3 sites distincts, caractérisés par leur histoire, l'imaginaire les entourant, leur géographie, géologie et climat. Donc, ces climats que vous pouvez voir par la gradation sous la carte sont divers et pourtant, ils ont tous un même dénominateur commun, un épais brouillard qu'on appelle néboa et qui permet chaque matin de découvrir un paysage toujours différent. Donc, dans la partie anciennement inhospitalière de la vallée, là où les chaleurs sont les plus insoutenables, le hameau de Pocinho prend place. Jadis, à Pocinho, on s'implante directement dans son sol qu'on a creusé pour gérer l'eau d'irrigation. Et donc, la réactivation de ces systèmes traditionnels de l'irrigation par la névoa marque ce premier temps de la régénération imaginée. Pourquoi réactiver ces systèmes traditionnels? Tout simplement car à Pocinho, depuis la construction de son barrage dans les années 80, on a mis de côté les systèmes traditionnels de l'irrigation et les dispositifs de gestion qui en découlent, que vous pouvez voir sur cette carte. Donc, on les a mis de côté, ces systèmes, pour en préférer d'autres plus fertiles qui permettent l'irrigation en continu des parcelles et augmentent leur rendement agricole avec notamment le système d'arrosage par goutte à goutte.
Seulement, en comparant le système traditionnel du Socalco, que vous voyez à gauche, donc qui est un long mur de soutènement des parcelles cultivées, et celui donc moderne à droite, qui est pour partie celui d'un dispositif d'arrosage par goutte à goutte. Pardon. Donc, en les comparant, on se rend compte que l'arrosage moderne au goutte à goutte empêche l'écoulement naturel des eaux et participe de l'appauvrissement des sols et des vins. Donc, pour renouveler le sol cultivé de Pocinho, il s'agit donc de s'implanter dans les réseaux existants abandonnés pour valoriser leur savoir-faire et d'innover par l'activation de nouveaux dispositifs de gestion de l'eau, comme par exemple ces murs capteurs de brouillard, qui sont une projection potentielle de la réactivation de ces réseaux existants par le captage de la névoa. Ainsi, à Pocinho, c'est le mur d'irrigation qui est interrogé et qui fabrique l'écriture du projet. Donc, lors de notre arpentage, nous avons pu en repérer 3. Celui qui retient l'eau à gauche avec les socalcos qu'on vient de voir, celui qui stocke au centre avec les citernes, réservoirs ou tanks qui viennent s'accoler au socalco, et enfin celui qui conduit l'eau à droite avec les levadas qui sillonnent le territoire. Plus qu'un mur dispositif, c'est l'ensemble du projet qui devient dispositif d'irrigation dans le grand territoire. Donc, du captage de la ressource à son stockage, le projet se dresse en témoin de ce nouveau paysage aride cultivé et irrigué. Le deuxième temps de la régénération s'intéresse ensuite à régénérer le système de culture de la vallée pour effectuer la transition d'un paysage monocultivé à la régénération d'un système habité polycultivé. Donc, l'installation en terrasse pour les cultures et le projet d'architecture introduit sur le site de Fostois une cohabitation dans le système de culture actuel, et l'implantation de la culture entraîne alors un bouleversement de la structuration spatiale établie. Les vignes deviennent alors structuration spatiale de la polyculture, et entre les pieds, les nouvelles espèces sont plantées et organisent les cheminements de découverte qui sont, eux, matérialisés par le schiste présent sur place et qui viennent se positionner entre irrigation, ici, et polyculture, donc que nous retrouvons ici. Les nouvelles espèces sont sélectionnées avec leur système racinaire afin d'envisager la cohabitation des plantes et de la polyculture. Et l'introduction du centre de recherche à Fostois, construit sur une terrasse, permet aux projets d'architecture et aux espèces de la polyculture d'être implantés de manière plus résiliente et tout en restant en coordination avec le climat de la localité. Et le temps 2 de la régénération instaure finalement une démarche pilote locale vers de nouvelles manières d'habiter le paysage polycultivé, pour disséminer ensuite ces recherches à l'échelle de la vallée, notamment par le dispositif du train. Aujourd'hui, le train se présente dans la vallée comme une ligne presque effacée, sillonnant les versants. Donc, en troisième temps de régénération, nous proposons de réactiver le fret afin de retrouver l'itinérance à travers les sols cultivés de la vallée et ainsi renouer avec les saisons. Les gares sont les points statiques qui permettent cette itinérance. Elles sont pour la plupart situées entre les coteaux et les berges, comme c'est ici le cas à la gare de Rédé. Et en général, elles sont composées d'un édifice d'accueil et d'un hangar ferroviaire. Cependant, lors de notre arpentage, on a constaté que certaines de ces gares étaient totalement ou partiellement abandonnées. Et donc, nous proposons de réinvestir ces gares comme étant les nouveaux points d'échange de la vallée, desservis par le fret et les trains voyageurs. Et à Rédé, ce nouveau point d'échange réinvestira le hangar ferroviaire non utilisé par le nouveau marché de Rédé. Il sera donc le point d'impulsion afin de mettre en lien les habitants avec la nouvelle polyculture des sols de la région délimitée du Douro, qui, elle, est traversée tout son long par le train. Donc, au terminus de cette ligne de train et au détour du fleuve, nous retrouvons le hameau de Pocinho qui s'installe en géant dans cette région délimitée des vins du Douro. Traversé par la faille géologique de Villariccia, Pocinho se situe à la seule rencontre entre les trois sols qui constituent entre les trois roches qui constituent les sols du Riens, donc c'est à savoir le granit, le schiste et l'alluvion. Et donc la réflexion de l'implantation du projet nous a conduit à la choisir à la confluence entre ces trois roches, entre les deux quintas de Reguengo et Meao, dont la réputation internationale découle de cette spécificité géologique.
Donc, les vignobles, comme l'architecture, s'ancrent dans les sols schisteux, tandis que le mato, l'épaisseur arbustive, recouvre l'épaisseur friable granitique, devient cultivable grâce à l'action de nouvelles conduites d'eau qui permettent son irrigation et limitent son érosion. Donc, cette réactivation de l'irrigation, elle remet finalement en système le territoire par de nouveaux chemins de l'eau qui transforment le paysage cultivé et entament sa régénération. Ces chemins marquent le processus de revitalisation des sols et participent également de la découverte du territoire. Car il faut savoir que Pocinho, en fait, marque la rencontre des cheminements du tourisme patrimonial rural entre les villes de Torre des Moncorvo et ses nombreux musées et le parc archéologique de Foscoa. Il se situe également comme centre névralgique entre les vignobles de petits producteurs qu'on voit en cercle évidé ici et les grandes quintas de production qu'on voit en cercle plein. Donc, à la croisée des chemins de l'eau, des hommes, des roches et du paysage cultivé, le projet de l'atelier des Trois Terres de Pocinho entend valoriser toutes ces ressources par leur mutualisation. Cette mutualisation, elle s'effectue d'abord par la nouvelle ressource cultivée qui provient de divers producteurs pour la transformer. Donc, elle est transformée en vin dans la quinta ici de Meao. Et puis, tous les fruits inconformes à cette vinification sont quant à eux récupérés à l'atelier de transformation pour être transformés du coup en jus, fruits secs ou fruits confits. En parallèle de cela, une double mutualisation se met en place, proposant un parcours de l'eau d'irrigation et mettant en scène sa gestion. Un mur capteur de névoa qu'on voit ici se dresse face au fleuve duquel elle s'élève. L'eau récupérée se déverse jusqu'à une levata centrale qui vient mutualiser les eaux de pluie récupérées et les eaux de la névoa jusqu'à un réservoir qui se dresse contre le mur de soutènement du projet. Et donc, durant les périodes de sécheresse ou de jours sans névoa, un réseau d'irrigation secondaire et éphémère peut ainsi se mettre en place, rendant pérenne ce système habité, cultivé, irrigué. Donc, l'implantation d'un petit dispositif de gestion de l'eau dans le territoire permet de proposer une gestion mutualisée de ces ressources par de nouvelles logiques d'organisation qui étaient autrefois régies par les saisons des récoltes, le débit incertain du fleuve du Douro, le partage individualisé de l'eau d'irrigation ou encore le monopole de la viniculture. Et de la compréhension de ces facteurs expliqués par Pâques Capucine, nous proposons une régénération de la culture et par l'expérimentation à Fostoa sur une localité donc centrale à l'échelle de la région des Marqués du Douro. Et l'implantation du centre de recherche s'appuie alors également sur les initiatives culturelles et agricoles déjà présentes en local, qui en fait finalement un point d'ancrage vers l'expérimentation de la polyculture. Donc, le centre de recherche prend appui sur la préexistence d'un système de culture déjà établi qui se fait en terrasse et sur l'abandon d'un cirque formé de socalcos que nous voyons ici, de socalcos en ruine. Et le projet vient s'implanter sur la longueur de la terrasse et permet de renouer le lien entre les espèces végétales et les formes d'habitabilité déjà présentes dans la vallée avec l'habitabilité verticale. Donc, dans cet héritage bâti des socalcos, le projet de Fostoa propose la réécriture du langage agricole par l'interprétation des latadas que nous voyons ici et qui sont des dispositifs de treillis pour la culture de la vigne suspendue. Et les qualités spatiales et lumineuses de ces dispositifs sont réintroduites dans le projet. Et le lien donc, entre le bâtiment et son contexte climatique apparaissent ensuite par différents modes dans le projet, notamment avec la circulation transversale de l'air qui le traverse du sud au nord, par la présence des ganivelles dans l'espace de circulation au nord qui vient atténuer la lumière. Le projet permet aussi une transparence sur le paysage, sur ce nouveau paysage polycultivé. Et le dernier dispositif des chaînes de pluie permet de transformer l'eau de ruissellement en eau d'irrigation vers la polyculture et matérialise en fait la liaison de l'édifice à son paysage cultivé.
Ensuite, à Fostois, les cultures se retrouvent au sein du bâtiment par l'implantation de la serre qui permet d'agir à 3 échelles. Celle de l'agriculture en proposant un espace de plantation propice à la croissance des plantes. À l'échelle de l'architecture par un espace aux qualités lumineuses particulières. Et à l'échelle des découvertes pour les visiteurs de la vallée par la traversée d'un espace et d'une atmosphère particulière également. Le conservatoire de la culture, présent en partie centrale de l'édifice, est ici ensuite la pépinière des espèces. Donc, ce dispositif nous permet d'implanter la stratification de ces nouvelles manières de cultiver et de ces nouvelles graines plantées à Fostois. Et il lance l'utilisation des matériaux locaux avec l'utilisation du châtaignier de l'échelle du détail à l'échelle du paysage à Fostois. Et les ganivelles de châtaignier que nous avons vues précédemment, ainsi que la structure en bois résineux locaux, nous permet donc d'utiliser un vocabulaire agricole dans l'édifice et dans ses relations à son contexte, ainsi que la préexistence qui est toujours présente avec l'usage du schiste par la reconstruction des... L'interprétation des découvertes réalisées durant l'apprentissage du territoire du Douro nous ont permis d'organiser cet espace de recherche à Fostois par l'interprétation de l'organisation des quintas et du chemin du vin dans ces dernières. Donc, ce qui permet aux visiteurs de traverser la salle d'exposition au laboratoire jusqu'à la serre et pour finir par l'espace de formation qui nous permet de disséminer ces recherches à l'échelle de la vallée ou même à d'autres échelles plus internationales. Et donc, l'implantation du projet à Fostois est pensée en phase pour insérer cette démarche dans le temps et dans l'espace. Et cette continuité entre la construction du centre, les premières plantations, la continuité des recherches et l'activation du conservatoire des espèces permet de penser l'évolution d'un site et d'une nouvelle manière de cultiver dans la vallée du Douro. Ainsi, l'implantation et l'évolution d'un site agricole à Fostois sont pensées par la régénération du paysage à l'échelle de l'architecture, de la localité et du territoire dans un espace ouvert à tous pour impacter les imaginaires de la culture dans la vallée du Douro. Enfin, à l'entrée de la région des Marqués, encore sous l'influence du littoral atlantique, se trouve la gare du village de Rédé. Et celle-ci se place au-dessus des berges qui sont aujourd'hui monocultivées par la vigne. Cependant, lorsqu'on regarde des images d'archives, on constate des traces d'anciennes irrigations traditionnelles et de polyculture qui confirment donc la possibilité d'étendre les expérimentations de Tua et de Pocinho jusqu'à Rédé. Le projet s'implante donc entre rails et berges et le marché matérialise donc ce lien entre la polyculture et les habitants. Le hangar ferroviaire existant est réinvesti et est étendu à l'ouest en direction du village. Et pour cela, on propose de mettre en écriture l'ossature bois singulière du hangar ferroviaire et avec le mur en pierre de schiste qui reflète en fait les murs qui ont sculpté les versants de la vallée du Douro. Et cette nouvelle longitudinalité faite par le mur va venir lier existant et nouveau par un entre-deux où le mur se patinera au fil du temps. Donc, ce mur est en pierre de schiste locale. Lorsqu'il est plein, sa boutisse sert de support aux usagers. Et lorsqu'il s'affine, ces contreventements acier vont permettre d'accueillir les étalages du marché. Et c'est par cette variation d'épaisseur que le mur va guider et orienter l'usager à travers le projet. Donc, d'un côté, la circulation qui, elle, est ouverte sur le Douro, et de l'autre, le marché, le long des rails et des quais. Et pour rendre visible ce marché, peu importe notre position sur le quai, une réflexion autour de la composition de la façade côté gare a été réalisée. Et au final, on constate que les montants sans allège dialoguent le plus facilement avec le rythme des poteaux, sans entrer en conflit avec la masse du mur. Comme dit précédemment, le hangar ferroviaire existant a été étendu afin d'agrandir la surface de marché, tout comme sa toiture, qui, elle, est parfaitement adaptée au climat de Rédé, étant le plus frais et humide de la région délimitée du Douro. Donc, en temps de chaleur, elle permet de se protéger et en temps de pluie, d'orienter l'eau jusqu'au socle du marché afin de l'utiliser pour l'entretien. Et cette valorisation de l'eau de pluie, on a souhaité en faire l'objet, on a souhaité vraiment la mettre en avant par un travail sur la composition des sols qui vient donc jouer sur les tranches de
pierre de schiste litée, et qui s'inscrit donc dans de la transition des sols pavés au Portugal. Cependant, les marchés sont aujourd'hui fragiles, donc pour les rendre plus attractifs, autant pour les producteurs que pour les habitants, on propose de venir articuler autour de ce marché des nouveaux usages qui vont s'inscrire dans l'écriture ossature bois, mur en pierre. Donc, à l'issue de cette plateforme, un hangar agricole vient s'implanter et permet de stocker à l'abri du mur les récoltes. Et le long des terrasses existantes, des logements viennent s'enterrer et profiter de la stabilité thermique du sol. Et ces logements seraient pour saisonniers et touristes qui viendraient faire vivre ce marché et profiter de l'itinérance permise par le train. Et donc, c'est par cette articulation permise autour de ce marché qu'il nous invite à l'échange avec celui, celle et ceux qui nous entourent. Et c'est par cette manière que nous proposons de resituer l'habitant, qu'il soit éphémère ou permanent, comme un véritable porteur du système habité-cultivé. Donc, pour conclure cette première présentation, la compréhension de l'histoire de la fabrication de l'habitabilité du territoire du Douro, rendu habitable par l'action de l'homme sur son sol, nous a permis de repenser le temps infertile de l'urgence climatique. Ce projet nous a permis de repenser l'habitabilité de nos territoires cultivés, leur mode d'habiter, par l'implantation dans l'épaisseur d'un sol de nos projets d'architecture, ainsi que des liens qu'ils tissent entre vivants et non-vivants. Et en tant qu'architecte dont les compétences passent par le dessin et la mise en récit de ces dessins, c'est par l'exploration de la représentation et l'imaginaire qu'elle permet que nous avons souhaité faire projet et vous le présenter ce soir. Merci. 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 Merci beaucoup. C'était une magnifique présentation, c'est bien dans le temps d'ailleurs. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Pauline Viennot, qui va nous présenter son travail sur Valparaiso avant d'ouvrir la discussion avec Isaac Gultankat. Alors, bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Je me présente, Pauline Viennot-Bourgin, et j'ai réalisé mon travail à l'EPFL donc sous la supervision de Paola Vigano, de Yves Pedratini et de Ana Carla de Almeida Santos. Mon projet, je l'ai intitulé « Restaurer l'intuitif, démocratisation du littoral de Valparaiso ». Et il fait état de la nécessité de reconnecter la ville chilienne de Valparaiso à l'océan Pacifique et à son histoire. Donc, pour ma part, j'ai découvert Valparaiso en 2019 lors de mon échange en 3e année de bachelor. Et avant d'arriver, donc j'étais toute excitée à l'idée d'aller vivre au bord de l'eau, de pouvoir aller me baigner de temps en temps, quand j'en avais envie, de pouvoir aller courir sur la plage au bord de l'océan Pacifique. Et quand je suis arrivée, en fait, je me suis fait percuter par la brutalité de la réalité, parce qu'en fait, Valparaiso est une ville où la population en fait est entièrement enfermée à l'intérieur des terres et où une barrière industrielle a été créée en fait entre le tissu urbain et la baie. J'ai donc en fait découvert une ville qui était secouée par des conflits urbains entre privatisation et démocratisation, entre stratégie politique et économique et revendications populaires, et entre artificialisation du patrimoine naturel et soif d'espace vert. Le projet que j'ai essayé de créer au cours de cette année de projet de master vise à apporter des solutions à ces différentes problématiques que j'ai pu identifier lors de mon séjour dans cette ville. Dans un premier temps, donc, je vais juste recontextualiser la problématique et Valparaiso pour ceux qui ne connaissent pas, même pour ceux qui connaissent. Dans un second temps, je démontrerai l'importance de restaurer le lien entre l'océan et la ville à Valparaiso. Et pour finir, je présenterai donc le projet, la vision que j'ai du futur littoral de Valparaiso. Donc, pour commencer, Valparaiso est une ville sur la côte ouest du Chili, dans la 5e région de Valparaiso. C'est une ville qui a été placée en fait à cet endroit pour servir de port à la ville de Santiago de Chile, dont elle se situe à 100 km. Et donc, en fait, de par les conditions géographiques extraordinaires qu'elle possédait sur la côte pacifique, c'est pour ça qu'on a créé donc cette ville ici. On peut voir sur ce plan donc grâce à cette pointe à l'ouest de la baie, en fait le port est protégé des vagues et des intempéries de l'océan Pacifique, et donc ce qui donne une grande qualité à cet espace pour avoir une activité maritime.
Et donc, c'est comme ça que Valparaiso a pu se développer en un port de rang mondial avec 2 gros terminaux portuaires qui brassent aujourd'hui près de 8 millions de tonnes de marchandises. Et donc, voilà, qui a un rayonnement à l'international et qui fait des échanges dans le monde entier. Et donc, Valparaiso, c'est cette baie, mais ce sont aussi les collines qui l'entourent. Parce que donc, en face du Pacifique, c'est toute une chaîne de collines qui se déverse dans la baie. Et ce système, la proximité entre l'océan et cette multitude de collines a créé un système hydrologique unique, et donc un microclimat tout spécifique à cette région qui s'appelle la néblina. C'est-à-dire que l'eau qui s'évapore du Pacifique est poussée par les vents jusqu'en haut des collines où elle est bloquée. Elle se trouve donc bloquée par la chaîne de collines, se condense et vient créer finalement une topographie hydrologique unique qu'on appelle à Valparaiso les quebradas. Et donc, ces quebradas qu'on peut voir sur ce plan, en fait, sont la racine du développement de la ville de Valparaiso et de sa croissance, parce que c'est par là que la ville a pu coloniser justement les collines et s'étendre. Et donc, c'est tous ces éléments qui ont donné à la ville la morphologie si caractéristique qu'elle a aujourd'hui, avec en son centre, ici, donc en orange, la concentration des activités commerciales, économiques et publiques, et en rouge, les espaces de logement. Et donc, enfin, les espaces en rouge sont constitués à près de 97% d'habitation. Et donc, le littoral, le littoral et Valparaiso, donc leur relation passée, leur relation actuelle et leur relation future. Donc, on a vu que dans le plan, Valparaiso était une ville qui était déjà très liée à l'océan parce qu'elle l'enserre, mais aussi dans le transept. Donc, on voit que, de par cette topographie de collines qui plonge dans une baie, elle plonge dans l'océan. Et donc, toute cette proximité géographique s'est traduite par un lien étroit avec l'eau, géographique, architectural, culturel et philosophique aussi à Valparaiso. Donc, historiquement, la ville est née de son port, elle est sortie de la baie. Et donc, le littoral était un lieu de vie publique, commerciale, de rencontres, de pêche et de loisirs, comme on peut voir sur ces images. Donc, où là, on a un ponton du début du XXe siècle, ici des bains. Là, on peut voir la grande promenade qui longeait ce littoral. Et puis donc ici, une photo de pêcheurs qui réalisaient leur activité artisanale dans la baie. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec ce littoral qui constitue une barrière de 85 mètres de large entre la ville et l'océan Pacifique. Donc, avec en premier lieu une zone privée par le port d'une 40aine de mètres d'épaisseur, qui est une zone vraiment en stand-by, qui aujourd'hui ne sert à rien, vraiment pour être passé beaucoup de fois devant. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à cet espace-là, c'est juste un endroit qu'on attend de faire quelque chose dessus. Ensuite, il y a les rails du train qui connectent la ville avec celles qui sont plus au nord, et l'avenue Errázuriz, pour finir, qui est une grosse voie de circulation automobile de plus de 5 voies. Et donc, on peut voir sur ce plan l'imperméabilité de ce tissu urbain, et puis surtout au niveau du littoral, avec cette bande qui en plus s'épaissit sur les bords. En outre, on remarque donc sur ce plan qu'on a quand même une monopolisation des espaces publics pour la circulation, et donc on a une hiérarchie des mobilités à Valparaiso. C'est les bateaux, les bus et les voitures, et tout en bas les piétons et les cyclistes. Et on voit donc qu'il y a un grand manque d'espace public et d'espace naturel en fait à Valparaiso. On peut voir sur ce transept augmenté, donc un peu la relation de la ville sur l'ensemble de ce littoral, avec donc cette grande bande que je vous montrais en stand-by qui s'étend sur plus d'1 kilomètre. Et donc, ces 2 éléments privatisés, donc avec à l'ouest l'activité portuaire et ici le terminal des bateaux de croisière. Élément très intéressant sur ce littoral, on a donc ici encore un petit port de pêche artisanal qui survit coincé entre les 2 terminaux grâce en fait à l'activité touristique, et aussi qui vit un peu de son travail de pêche, mais c'est peu par rapport à ce que lui apporte le tourisme.
Donc ça, c'était pour la relation présente. Et maintenant, donc, pour ce qui est du futur de Valparaiso, à horizon 2030, aujourd'hui, il y a déjà évidemment des projets qui sont faits à cet endroit-là, et donc on en a deux principaux, à savoir un nouveau terminal portuaire encore pour venir compléter ce qui existe déjà, et un parc du côté est. Mais bon, donc ce sont des projets qui, si le parc résout la problématique du manque d'espace public à Valparaiso, il pose quand même d'autres soucis. Et puis le nouveau terminal portuaire qui vient seulement renforcer l'aspect encore industriel de ce littoral. Et donc, c'est dans ce contexte que que je propose mon projet pour venir répondre à la fois au manque d'accès au littoral, au manque d'espace public, à l'artificialisation du patrimoine naturel et à la hiérarchie industrielle des mobilités, tout en prenant en compte donc, les projets à horizon 2030. Et donc, pour ce faire, pour commencer par le commencement, avec les projets dont je viens de parler, l'idée du projet, c'est d'inverser le petit port artisanal et venir le remettre au centre de la baie à la place du nouveau terminal portuaire. Donc, de venir intervertir ces deux éléments pour ramener la pêche déjà au cœur de la ville. Le littoral en stand-by est entièrement réaménagé et tous les liens de la ville avec l'océan sont encouragés, qu'ils soient visuels, physiques ou aquatiques. Les quebradas, donc ces éléments que j'ai montrés au début, qui sont des axes de rivière qui aujourd'hui ont été enterrés, sont réouverts, sont redynamisés et sont remis au service de la ville et de la baie. Et on reviendra là-dessus plus tard, mais donc afin de retisser un contact direct entre les collines et le bord de l'eau. Et donc le projet adresse le manque d'accès au littoral en rétablissant l'accès, en enrichissant et en diversifiant les relations avec l'océan, le manque d'espace public en rendant tout l'espace à la communauté et en implantant des nouvelles activités publiques, l'artificialisation du patrimoine naturel en réintégrant de la végétation autochtone et native et en réenrichissant les sols et en leur donnant une nouvelle qualité écologique, et la hiérarchie des mobilités en redistribuant les circulations et en piétonnisant les axes d'accès au littoral. Et donc, on a vraiment, dans le projet, ces deux parties qui se complémentent et qui forment au total le projet, mais donc avec cette partie sur le littoral et ces axes qui plongent dans la ville et qui viennent reconnecter les deux. Et puis cette zone entre la ville et le littoral qui vient créer un espace que je viens réaménager pour créer un espace plus accueillant et qui ne freine pas cette reconnexion. Et donc, on peut voir ici donc le projet un peu dans son ensemble sur ce master plan, donc avec la bande littorale et puis ce quartier en contact et les rivières. Et donc, le projet, comment il se construit? Parce que c'est un projet qui fait 1,5 km de long sur 1 km de profondeur. Donc, les différents outils que j'ai utilisés dans ce projet sont les jalons urbains, qui sont des infrastructures de connexion entre l'urbain et l'eau et dont la présence le long du littoral étend la ville dans la baie, les patchs programmatiques qui viennent ancrer les projets sur le littoral et qui viennent marquer les programmes forts, et surtout les éléments de connexion donc, qui permettent d'avoir une homogénéité, une harmonie et une continuité dans tout le projet, à savoir donc les rivières et la revégétalisation. Donc justement, cet élément très important de mon projet, donc la revégétalisation, aujourd'hui, Valparaiso, les sols sont entièrement minéralisés et artificialisés. C'est du béton partout à perte de vue. Et donc, pour pouvoir recréer un espace public de qualité, il fallait revégétaliser et rematérialiser le bord de mer et les rivières. Et donc, cette revégétalisation s'est faite selon la logique qu'on retrouve en fait dans cette région du Chili. Et donc, il y a eu toute une analyse qui a été faite sur la distribution de différents types de végétation à des embouchures de rivières. Et donc, ces différents types de végétation viennent s'implémenter dans le projet en fonction de leur affinité, eau douce, eau salée, dans le plan. Et donc ici, on peut voir les différents types de végétation qui sont réintroduits sur le littoral. Ce sont toujours des espèces endémiques. Et donc, chaque végétation a sa propre combinaison d'espèces prédominantes, mais même si donc, on retrouve beaucoup de fois les mêmes espèces dans les différents types de végétation. Et donc, grâce à cette revégétalisation, on
peut prévenir plus facilement les inondations, protéger l'érosion des berges, régulariser les températures, bonifier l'air, protéger les passants contre le soleil, améliorer le bien-être, etc. Et évidemment, sans parler des qualités écologiques qui permettent de favoriser la biodiversité et tout cela. Et entre autres, donc, toujours dans cette idée de venir créer aussi un espace public de qualité, ce sont des éléments qui permettent de stimuler les activités physiques, de renforcer les sentiments d'appartenance au quartier ou à la ville et de favoriser les rencontres. Maintenant, pour ce qui est des circulations, donc évidemment, parce que tout ça ne pouvait pas se réaliser en gardant cette voie de train, cette grosse voie de voiture. Donc, la voie de train est sectionnée au niveau de la partie est du littoral, pour rester en connexion avec le terminal des bateaux de croisière, mais donc elle s'arrête à cet endroit-là et est remplacée par une ligne de tram qui est beaucoup plus adéquate au partage de l'espace avec les piétons et les cyclistes. La zone de contact devient une zone 30, donc avec une vitesse, pour avoir des risques liés au trafic amoindris et à moins d'impact sonore et de pollution. Et la voie Erasouris qui longeait le littoral passe de 5 voies à 3 voies, ce qui réduit aussi la dangerosité de cet espace. Et donc là, on peut juste voir le tracé de cette voie de tram qui vient s'implanter donc dans la ville, dans cet espace, et où on voit, là, on coupe le croisement entre un espace de circulation transversale et cette voie de tram. Et donc ici, on peut juste voir un détail de cette zone 30 du quartier portuaire, où donc la revégétalisation est faite selon la méthode de Stockholm, qui permet d'optimiser la récupération des eaux de pluie et d'infiltrer plus facilement les eaux de surface. Donc maintenant, le littoral, donc en lui-même, le projet sur le littoral, les différents programmes et les différentes activités qu'on va retrouver sur ce littoral sont connectés, en fait, sont l'extension de ce qu'on retrouve dans la ville à cet endroit-là. Donc, par exemple, on va avoir à l'ouest le port de pêche qui restera très connecté avec le centre UNESCO, là où il y a beaucoup d'activités touristiques, l'espace plus de détente en connexion avec les espaces où il y a des écoles et les universités, et l'agora en lien avec les espaces culturels. Enfin, c'est comme ça qu'en fait, tout le projet s'est dessiné du même, un peu en fonction de qui avait besoin de quoi, à quel endroit sur le littoral. Et donc, juste pour faire un rapide parcours d'est en ouest. Bon, alors sur son intégralité, le bord de mer est un espace donc de pause et d'activité, avec donc ce grand espace de circulation et des patchs programmatiques qui viennent s'implanter un peu, et des pontons qui viennent étendre à chaque fois et étirer la ville dans la baie. Donc cette première partie du projet est la marina, qui est en lien avec donc le nouveau parc et le métro. C'est un espace de culture et d'exposition, et aussi donc avec cette marina qui permet d'avoir des bateaux de plaisance. Donc on peut voir ici en illustré. Dans un second temps, donc, on arrive sur l'agora et la plage. Donc, à Valparaiso, c'est un endroit où on chante beaucoup, où on fait beaucoup de dessins, il y a des tags partout. Et donc, en fait, il faut un espace à la population pour venir exprimer un peu tout cet art. Donc, l'idée, c'était de venir créer un espace public où justement chacun pouvait se retrouver. Et donc, avec un espace de plage aussi, avec des gradins et des activités plus balnéaires, parce qu'aujourd'hui, à Valparaiso, on vit en face de l'océan, mais on n'a à aucun moment accès en fait à quoi que ce soit d'activités balnéaires comme on les connaît nous normalement en Europe. Donc voilà, on peut voir avec ce ponton finalement qui vient prolonger la ville et en même temps proposer un programme public. Le Bella Vista, enfin la partie du littoral qui s'intitule Bella Vista, qui est donc dans le prolongement d'un espace, d'une rue avec une grosse activité commerciale, et donc en fait qui devient une place publique se jetant dans l'océan, avec une passerelle qui vient remplacer une passerelle en fait qui était déjà existante et qui crée déjà un lien entre
entre la ville et l'océan en particulier, et donc juste cette passerelle qui est réaménagée pour avoir un contact différent, qu'on peut voir ici. Et voilà, finalement, le port de pêche où il y a un espace commercial, des espaces pour les pêcheurs artisanaux, et donc le port avec ici donc la connexion sur le port industriel. Et donc, pour finir, les quebradas, donc ces rivières dont je parlais au début, il y a 100 ans, elles étaient encore apparentes, ces rivières, et pourtant, moi, quand je suis allée à Valparaiso, je n'avais jamais en fait réalisé qu'elles existaient parce qu'elles ont été entièrement couvertes et bouchées pour des raisons de praticité. Et donc, on peut voir qu'aujourd'hui, elles traversent la ville, mais en fait, à aucun moment on les sent. Et donc, l'idée, c'est de venir réouvrir ces rivières souterraines pour créer un lien hydraulique entre le haut des collines et l'océan, et d'en faire un espace de circulation privilégié pour les mobilités douces. Et donc, ces espaces, pour justement être des espaces de bien-être, de pause, sont entièrement revégétalisés et les rivières sont renaturées. Donc, ensuite, en fonction de la place qu'on a et enfin, où est-ce qu'on se trouve dans la ville, on n'a pas toujours la possibilité de réouvrir intégralement la rivière. Donc, il y a différentes façons de venir revégétaliser et rendre sa qualité écologique à ces espaces. Donc, par exemple, quand on doit rester dans un espace plutôt fermé, on reste sur une typologie de lit contraint où on peut quand même redonner une certaine qualité à la rivière en mettant des roches à l'intérieur et du coup en créant des affouillements, ce qui permet d'avoir déjà la reconstruction d'une microfaune et d'une microflore dans ces espaces. Ensuite, voilà, on a la typologie d'un lit ouvert qui est beaucoup plus intéressante écologiquement, mais bon, qui n'est pas possible à chaque endroit, mais du coup, voilà, qui permet d'avoir un vrai espace renaturé dans la ville. Et donc, voilà, on a aussi l'option d'avoir une typologie mixte entre ces deux alternatives. Et donc, parce que quand même, à Valparaiso, l'eau, c'est le lien entre le territoire et les habitants. On peut toujours, lorsque c'est vraiment pas possible de réouvrir ces rivières, venir les signifier au moins pour qu'on ne vive pas de façon aberrante comme moi j'ai vécu, sans avoir conscience finalement de ce qu'on a sous les pieds. Et donc, pour conclure, restaurer l'intuitif à Valparaiso, c'est restaurer le lien entre la ville et l'eau, entre la ville et le littoral, qui est un espace public nécessaire au bien-être ainsi qu'au bon fonctionnement de la ville et au bon fonctionnement du territoire en général. Et c'est aussi recréer le lien entre la ville et les rivières, qui sont des écosystèmes primitifs, les écosystèmes primitifs des collines, qui permettent d'établir un contact direct entre les porcéteños et le territoire. Et donc, le projet, par la revégétalisation, la redistribution des mobilités et l'enrichissement programmatique et architectural de l'espace, répond aux enjeux contemporains et futurs de Valparaiso, ou en tout cas essaie de répondre à une partie des enjeux contemporains, et rend son rôle social et urbain au littoral. Et merci beaucoup pour votre attention. Super, merci beaucoup Pauline, et merci aussi à l'équipe précédente. Voilà, donc nous avons eu deux approches assez différentes des territoires habités et cultivés et je dirais expérimentés au quotidien. Je passe la parole directement à Ezekiel Cancat, qui, j'imagine, a pu prendre des notes et qui pourrait, pour ouvrir le débat. Ezekiel, à toi. Merci beaucoup, Panos. Merci de m'avoir invité dans cette discussion qui est très intéressante et je me rends compte encore plus là de la difficulté de mon rôle, mais je vais essayer de m'en sortir. Difficile parce que même si la question posée par la Fondation Braillard, qui réunit en fait ces deux projets dans cette session-là, est commune, le cadre spatio-temporel de l'appréhension de ces questions pour les deux projets sont très, très différents. Et donc,
Pour le premier projet, un système territorial de grande échelle avec des interventions en local qui vont essayer d'agir comme des points d'impulsion et de consolidation de ce système-là. Et dans le deuxième projet, on est beaucoup plus dans le cadre d'un, j'ai envie de dire, d'un projet urbain qui va élargir quand même les questionnements et le référentiel à des questions de géographie, de géologie et d'océan. Alors, tout d'abord, je remercie les deux équipes pour ces très intéressants travaux et la présentation très claire et très synthétique que vous en avez faite. On avait dit, je suis en fait invitée à vous poser des questions dans un premier temps et puis après d'élargir la discussion à l'ensemble de l'auditoire, même si nous sommes à distanciel. Bien sûr qu'on va le faire, mais j'aimerais quand même revenir sur l'intitulé de la session, l'histoire et par le territoire, et rappeler ou positionner, j'ai envie de dire, de mon intervention, peut-être dans quelques références que j'aimerais partager avec vous. Alors, je vais chaque fois relier l'histoire au présent. Donc, cette considération de l'histoire avec le présent, j'aimerais faire référence à deux figures que j'affectionne particulièrement et je suis sûre que Panos partage cette affection, c'est Benedetto Croce et également Marc Bloch. Donc, revenir un peu en fait à la question de l'histoire et à son lien au présent. Alors, la première référence qui est celle de Benedetto Croce, dans Histoire et théorie de l'historiographie, il stipule que toute histoire est fondamentalement en lien avec le présent. Alors, je vais le citer parce que je pense que c'est très, très important de revenir un peu à ces personnes très fondamentales pour la fabrication en fait de la pensée moderne de l'histoire, et c'est un peu mon rôle de le rappeler aux jeunes qui ont présenté là leurs travaux. La faculté d'appréhension du vivant, qualité maîtresse de l'historien, ne s'acquiert et ne s'exerce que par un contact perpétuel avec aujourd'hui. L'histoire de l'historien commence par se faire à rebours. L'histoire de l'historien, mais encore plus l'histoire de l'architecte, qui son action et sa pensée est en prise directe en fait avec le présent et avec l'actualité, parce que le présent est quand même le temps de son intervention, même si cette intervention ou cette pensée est en lien direct avec le passé et engage le futur. Donc, la réinterrogation constante de l'histoire constitue une démarche essentielle à laquelle nous contraint l'évolution incessante de nos sociétés et par là même de l'espace qu'elle transforme. Deuxième référence sera celle de Marc Bloch dans Apologie pour l'histoire ou métier de l'historien, qui pose la question suivante. Pour agir raisonnablement, ne faut-il pas d'abord comprendre? Et continue ainsi, l'incompréhension du présent n'est fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser à comprendre le passé si l'on ne sait rien du présent. Donc, chaque fois, la question du présent, ou plutôt, j'ai envie de dire des présents, puisque le présent est multiple et j'y reviendrai. Le présent de la pensée et de l'action, le présent des choix à faire et des compétences à mobiliser, le présent qui engage le futur, qui le fabrique. Et le rôle de l'histoire, de sa réactivation, du rappel de son actualité, par le suivi des traces matérielles observées et ou consignées. La matérialité de l'histoire et du territoire, fondement du projet pour l'architecte. J'aimerais également évoquer très brièvement le lien présent-futur, puisque le présent se positionne comme le temps de l'action pour le futur. Et puisque nous sommes justement dans le cadre des jeunes architectes du XXIe siècle qui sont dans ce processus de changement justement de la pensée et de l'action du présent.
Et là, je ferai référence à Vittorio Gregotti, qui, dans sa lettre à Jean-Louis Cohen, fait la différence entre l'utopie et la volonté de prévoir le futur. Il apparente la volonté de prévoir le futur à l'idée de prévision et pointe la perte de sens engendrée par cette confusion. C'est ainsi qu'à travers l'idée de prévision, l'utopie se transforme en science-fiction, en résolution technologique, à une vision qui évite le jugement, qui ne traduit aucune volonté de transformation, mais proclame plutôt le principe de l'adaptation. Donc, Vittorio Gregotti préconise également le présent comme la seule vérité qui est en notre possession et invite à mettre à distance la parole qui prêche le futur comme une prévision technico-technologique. Et il me semble que les deux projets qui ont été présentés sollicitent par l'exploration des histoires à rebours, notamment l'histoire des matérialités des territoires pour les deux, ce présent dynamique. Et même si ce n'est pas énoncé en tant que tel pour l'instant, même si cela reste encore de l'ordre de l'intuition, qu'on arrive à lire à travers les lignes, les blancs des lignes, les possibilités sont là et je m'en réjouis. Alors, par rapport à cette question du présent, de cette question du cadre en fait spatio-temporel des travaux présentés, j'aimerais poser aux deux, j'ai envie de dire équipes, même s'il y en a une, donc Pauline Viennot qui fait équipe à elle toute seule, un peu le même, on va dire les mêmes questions. Comment, donc là je passe à mes deux questions, comment la spécificité, et je ne parlerai pas d'identité mais de spécificité de la situation locale agit dans le processus de fabrication du territoire et de son habitabilité. Et donc là, quand on parle de la spécificité chaque fois locale, je fais référence aux spécificités géographico-géologiques, physiques. L'océan Pacifique et les Quebradas pour Valparaiso et la vallée du Douro et son bassin versant pour l'équipe de la vallée du Douro au Portugal. Donc, comment cette connaissance de la matérialité participe de la fabrication de ce territoire, fabrication spécifique de son habitabilité, et comment aujourd'hui, donc là la deuxième question, la compréhension de l'évolution de cette matérialité par l'action de l'homme, de ces deux territoires, peut contribuer aujourd'hui à poser les questions de transformation et de transition différemment. Donc, on est encore dans cette question de ces systèmes, j'ai envie de dire, géographiques, géologiques, hydrologiques, et on en comprend l'évolution dans l'histoire. Et cette compréhension de l'évolution, comment elle pourrait nous permettre justement de poser les questions de transformation à venir ou d'aujourd'hui différemment. Donc, je m'attache beaucoup plus à la manière de poser les questions différemment aux réponses qui seront apportées. Parce que le fait d'appréhender ces deux territoires par le biais de la géographie, de la géologie, de la question de la gestion de l'eau, les deux équipes le font, je pense que bascule justement comment dire, la perspective des questions déjà. Bascule le référentiel que nous en avons et permet de poser les questions de transition et de transformation de manière renouvelée. Et c'est peut-être là que se trouverait quelque part le levier, la clé, le seuil à franchir pour être dans ces postures de processus de projet, dans cette pensée renouvelée de projet, en changeant le référentiel dans lequel, en fait, on va poser les questions. Et donc, je serais vraiment très intéressée par vos réponses vis-à-vis de ce changement de référentiel dans lequel, en fait, vous avez agi, vous avez pensé,
même si dans les réponses, vous êtes plus ou moins, on va dire, tenu le pari et à un moment donné, peut-être basculer vers des choses plus connues, techniques de projets urbains ou de projets architecturaux de manière plus traditionnelle. Voilà, j'espère que mes questions sont comprises. Je pourrais bien sûr préciser des choses dans la discussion, mais à vous la parole. Excellent, merci beaucoup. Excellente question, Zégul. Donc, je m'adresse d'abord donc, à la première équipe grenobloise. Tout d'abord, merci beaucoup, Chigoul, pour votre intervention qui était très éclairante. J'aimerais rebondir sur la première question, sur la question de la spécificité de la situation locale, comment elle agit dans le processus de transformation de nos territoires. Et j'aimerais en fait revenir sur la manière dont nous avons appréhendé ce territoire et comment nous l'avons compris. Donc, en étant sur place, en essayant de comprendre ce territoire dans sa propre langue, en lisant des ouvrages d'archives en portugais, en essayant de s'attarder aux personnes qui ont fabriqué cette spécificité. Ça a été déjà, je pense, une bonne manière pour nous d'essayer de révéler en tout cas de cette spécificité. Ensuite, par rapport à la question de comment elle a agi dans le processus de transformation du territoire, donc la vallée du Douro. Ce qui était intéressant de voir avec le Douro, c'est que ces spécificités, elles étaient multiples. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté tout au long de notre cheminement d'en rencontrer, que ce soit au niveau des climats, des sols, le fait qu'il y en ait plusieurs et à des moments, qu'une seule. Et du coup, ça a été intéressant pour nous de voir en fait, avec nos 3 projets comment, dans un projet global, comment de la régénération du territoire, comment en fait la petite localité et le projet qu'on souhaitait implanter dedans allait pouvoir à la fois parler du système territorial global et à la fois révéler cette spécificité donc très locale. C'est vrai que c'est surtout par rapport au sol, à quel type de sol on avait sur ces localités, quel type de climat, à quelle altitude on était, qu'on a pu en fait témoigner de cette spécificité-là. Après, concernant la question de la compréhension de l'évolution de l'homme pour penser autrement nos transformations à venir, ce qui a été intéressant de voir, en tout cas avec le projet de la vallée du Douro, c'est que c'était possible. Nous, on avait ce constat d'une fatalité un petit peu des changements climatiques et ce territoire, cette histoire qui nous a révélé que c'était possible en fait d'adapter un territoire à des contraintes pour habiter de manière résiliente, de manière soutenable. Ça a été pour nous en tout cas déjà pour nous un renouvellement de nos manières de voir l'habitabilité et de projeter en fait des processus de projet pour notre futur. Merci, Capucine. Peut-être qu'il faut passer à Pauline de l'autre côté, puis sans doute faire un deuxième tour si jamais. Pauline, moi, j'imagine. Oui, exactement. Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Capucine. Ensuite, de mon point de vue, ce qui m'arrête quand vous parlez de spécificité, c'est qu'enfin, les spécificités locales, surtout, en tout cas, pour ce qui est du projet que j'ai fait à Valparaiso, c'est que c'était vraiment c'est les grandes oubliées de comment est-ce qu'on a construit dans ces derniers siècles. Et du coup, on n'a pas en fait tenu compte. On a voulu homogénéiser et construire finalement partout pareil, industrialiser, faire les mêmes ports, et en fait, c'est ça qui est rentré en conflit avec les territoires et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations, qui bloquent, ne serait-ce écologiquement, socialement, urbanistiquement, parce qu'en fait, juste, on a voulu répliquer partout un modèle générique, alors qu'en fait, sans épouser les spécificités locales. Et
Et du coup, pour moi, c'est en s'appuyant justement sur ces spécificités que dans nos projets, on arrive à recréer des systèmes territoriaux pérennes. Et c'est là un peu où on retrouve le lien avec l'histoire, parce que dans notre histoire, au début, on n'écoutait que ces contraintes, ces contraintes ou ces éléments, et on a arrêté de les écouter, et c'est ce qu'on essaye de refaire justement aujourd'hui au travers de nos analyses et dans le cadre d'une transition écologique, etc. Merci pour vos réponses, mais justement, moi, j'aurais envie que vous alliez bien plus loin que ça. Parce qu'à un moment donné, on évoque, je vais prendre, Pauline, donc le cas de Valparaiso. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant d'évoquer l'océan Pacifique, ce bassin versant aussi de cette baie, la question des quebradas, la question de la gestion de l'eau, la question de l'orientation, le vent, du microclimat. Et à un moment donné, on ne s'en empare plus pour continuer le projet. C'est simplement mon propos là pour les deux équipes serait vraiment faites confiance à vos intuitions et allez jusqu'au bout de ces intuitions pour pouvoir les énoncer comme des méthodologies de projet. Faites-en des outils conceptuels et des outils pour penser le projet autrement et pour poser des questions autrement. Donc, c'est vraiment la question que j'ai posée, elle n'était pas, voilà, tout simplement une question technique, mais elle était vraiment une question pour vous encourager à continuer dans ce bascule, mais en allant encore plus loin dans la manière de poser les questions et même les manières d'amener des éléments des réponses, parce que quelque part, il me semble que les deux projets, dans le fond, préparent le territoire à être habité différemment. Donc, voilà, au XXIe siècle, et changer les conditions d'habitabilité de ce territoire, comme si, au départ, on rend habitable le territoire en protégeant l'homme. Dans un premier temps, c'est comme ça que le processus de l'habitabilité commence. N'importe où, on met hors de danger l'homme et on rend le territoire habitable. Et aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le point de bascule, on protège le territoire de l'homme et donc on va, du coup, pour pouvoir basculer puisque les conditions écologiques, les conditions environnementale, etc., oblige ça. En aparté avec Panos, on a évoqué cette question-là. Et donc, du coup, comment aujourd'hui on va préparer l'habitabilité ou réparer l'habitabilité du territoire de manière à protéger toutes les ressources ou toutes les richesses de ce territoire de l'action de l'homme. Bon, je caricature bien sûr, les choses ne sont pas si simples que ça et on va continuer à protéger l'homme. En plus, je suis très mal placée pour faire aujourd'hui des jeux de mots devant les catastrophes qui a eu lieu il y a une dizaine de jours par un séisme qui a dévasté une partie du monde. Mais en même temps, je pense que plus on se rappellera, et je voulais revenir sur quelque chose que Panos a dit en introduction, c'est la question de réparation. Moi, je n'en ai pas parlé, mais il a dit, pour pouvoir réparer, il faut qu'il y ait une vision claire de ce qui se passe aujourd'hui. Et il me semble que pour avoir cette vision claire, il faut pouvoir voir. Et pour pouvoir voir, il faut vraiment aussi changer de référentiel. Et pour pouvoir voir, en fait, ce qui n'est pas technique uniquement, technologique, ne pas uniquement voir ce à quoi notre culture nous a habitués, ce qui a été enseigné aussi dans les écoles comme référence, on va dire, de spatiale, mais changer également, décoloniser quelque part, comme dirait Serge Latouche, notre imaginaire. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Et j'aimerais bien, Panos, c'est toi qui mène la suite de la discussion. S'il te plaît d'ouvrir
OK, merci beaucoup, Ezegul. C'est magnifique ce cours et cette occasion qui nous donne à réfléchir de manière transversale à des thématiques qui ne sont pas faciles et qui ont l'air faciles parce que déjà, l'approche de deux équipes est vraiment extrêmement d'une qualité extraordinaire, d'un graphisme magnifique et qui permet au moins de comprendre ce qui se passe. Mais plus on comprend ce qui se passe, comme tu dis, plus on comprend le problème, c'est-à-dire nous sommes en train de plonger dans l'abîme de quelque chose. Tu as dit un mot qui m'a vraiment électrisé, le mot spécificité. Donc, parfois, on dit identité. Mais justement, la spécificité de la Terre, dorénavant, c'est qu'il ne sera plus spécifique, qu'il n'y aura plus de pérennité, que le climat va créer des perturbations telles qu'on ne pourra plus dire que le climat est stable ou répétitif. L'ensemble du système Terre, il faut pas lire, il faut pas être sage, il faut juste lire un peu Latour, un peu Lovelock, pour comprendre que nous sommes face à une situation qui ne peut plus être modélisée du point de vue climatique. À partir de ce moment, la situation à laquelle nous sommes invités et je le dis parce que nous sommes aujourd'hui une trentaine de personnes, et ça serait dommage que les gens partent d'ici avec l'impression que le projet d'architecture de l'urbanisme, c'est de restituer le passé. Ce n'est plus possible. Ce passé ne sera plus possible et chaque année qui passe sera la plus chaude. Cela signifie que, par exemple, dans le cas de Douro, l'humidité, l'hygrométrie du territoire va changer. C'est pareil pour Valparaiso, c'est-à-dire que les volumes d'eau, de combien d'ailleurs, ça c'est une question que je voudrais poser aux filles, pas pour qu'elles répondent maintenant, mais pour dire qu'il n'y a pas de projet symétrique, qu'à chaque fois que vous mettez un trait sur un papier, il faut à côté avoir un chiffre de quelque chose, du volume d'eau, de la température, de la hauteur, de la latitude, tout ce qui fait que le territoire est spécifique d'abord, c'est symétrique. Et ces métriques ne seront plus les mêmes. Par conséquent, un territoire qui a l'air humide, qui a l'air capable de résister en interne à la chaleur, ne sera peut-être pas plus capable de le résister dans quelques années, comme c'est le cas dans toute la Méditerranée, y compris dans le Portugal, comme vous le savez. Donc, les microsystèmes climatiques qui jusque-là semblaient pérennes ou même résilients aux perturbations climatiques, les sont de moins en moins. Par conséquent, si l'architecture a un rôle, disons, si la construction de territoire a un rôle, c'est de renforcer cette résilience par je dirais, par des astuces, par des mesures qui jusque-là n'étaient même pas imaginables. Et d'où l'intérêt vraiment de l'imagination de l'architecte. On ne peut plus imaginer on est en Suisse, on voit bientôt, on n'aura plus du tout de neige, on n'aura plus du tout l'élément qui est disons, alimenté par les glaciers, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc, ce que dit Ezegul est fondamental. Changer de référentiel signifie de sortir du déni climatique. Et la même chose vaut pour le cas de Valparaiso. Et je me permets de partager mon écran un instant, parce que j'aimerais bien vous montrer quelque chose qui, je pense, va un peu vous poser des questions. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'Université de Pennsylvanie a créé l'Atlas of the End of the World pour parler des grands changements climatiques terrestres. Et là-dedans, excusez-moi, je suis en train de chercher cette carte qui fait partie de ce site. Allez chercher, ça montre quels territoires de la Terre vont disparaître à partir du moment où on n'aura plus du tout de glace. Évidemment, une partie qui est, disons, et c'est pas loin d'ici, d'ailleurs Guterres, notre cher Antonio Guterres l'a dit hier, c'est qu'il y aura des déplacements bibliques des populations. Regardez tout ce territoire noir. La Hollande commence, les gens hollandais commencent à préparer leur déplacement, hein, leur déménagement. Donc, y compris Valparaiso, qui est là, si vous voulez, je peux comment dire, peut-être pas autant parce que justement le relief est différent et qui permettrait probablement aux populations de se retirer à l'arrière-pays. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'il faut aller chercher, contrairement à toute intuition immédiate, à toute habitude vis-à-vis de l'utopie, parce que c'est très intéressant ce que tu as dit sur l'utopie. Effectivement, le problème de l'utopie, c'est qu'elle est liée à une hypothèse, je dirais, linéaire, positive de l'humanité, d'évolution positive linéaire de l'humanité. Alors que nous sommes en train, aujourd'hui, grâce à nos propres, enfin, dû à nos propres activités, à renverser cette linéarité vers ce que on pourrait appeler la dystopie. Donc, quel est le rôle de l'architecture dans une hypothèse dystopique du monde qui commence à se profiler? Telle est la question qui se pose aujourd'hui. Parce que sinon, vous allez tous faire la même erreur de se poser, d'imaginer que demain, la question sera de prendre un vélo et d'aller se promener. Demain, peut-être oui, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, peut-être pas. La question qui se pose donc justement pour toutes et tous, c'est de savoir comment saisir les éléments du présent pour les transformer, comme le dit Aizegul, dans un autre référentiel et de le dessiner, le construire comme un atlas de la réalité à partir de laquelle nous pourrons être utiles dans une société qui commence de plus en plus à se sentir paniquée avec tous les extrémismes politiques, évidemment, parce que plus vous êtes dans plus vous êtes dans la panique, plus les malins vont profiter pour vous assujettir politiquement en pensant que comme ça, parce que vous allez penser que comme ça, vous allez vous sauver vous-même, votre peau et votre famille et vos biens. Et donc, imaginez une construction du vivant, une reconstruction du vivant de manière de plus en plus, ou si possible, autant que possible, résiliente, autant que possible harmonieuse. Ce sont les thématiques qu'on voudrait aborder avec vous par la suite. Je pense que ces deux projets qui nous ont présentés les deux équipes lancent le débat. Évidemment, on ne propose pas les solutions parfaites parce qu'on est très loin, mais on est un peu, je dirais, en attente de cette génération pour qu'elle se dépasse elle-même. Se dépasser soi-même, c'est peut-être la seule utopie positive qu'on pourrait imaginer aujourd'hui face à la situation qui change. Sinon, on sera, si vous voulez, dans une logique patrimoniale répétitive d'un monde qui est en train de sombrer, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, peut-être parce que ce sont des questions que... Je suis désolé, j'étais un peu long, mais je me suis permis de dire ce que je pensais parce qu'on est vraiment, c'est maintenant vraiment qu'on peut dire ces choses-là dans ce contexte. Après, chacun part dans son boulot, il a son quotidien, il a ses clients, il a ses habitudes, etc. Et il et elle n'est pas en position de se reposer des questions fondamentales. Nous vous invitons, avec la Fondation et mon équipe, qui je remercie chaleureusement parce qu'elle m'aide beaucoup vraiment à mettre tout ça en place, Hélène, Diane, Mélodie, Paul, qui sont tous là, évidemment le conseil de la Fondation. On voudrait vous remercier d'avoir été aujourd'hui présent. Merci encore. Bonne soirée. Panos, est-ce que tu me permets de dire justement par rapport à cette question de l'espoir et de rester positif, une dernière chose qui est la question des outils de représentation du dessin et du redessin. Tu as parlé en fait des différentes cartographies, des différentes représentations, et j'inviterai vraiment les architectes, les jeunes architectes à faire confiance aux outils de leur domaine, qui est ceux de la représentation et notamment dessinés à la main, redessinés à la main, parce que là, il y a vraiment un outil du cheminement de la pensée, et c'est non seulement les cartes, mais on peut aussi parler de collection de figures, de la résilience. Enfin, toutes les questions qui se posent peuvent être mises en débat par le biais justement de ces outils de représentation, et c'est vraiment faire confiance à ces outils et les mobiliser à toute étape du processus de projet, de la pensée jusqu'à l'action, pour pouvoir aussi partager
avec les autres, on va dire, les autres domaines d'expertise et de pouvoir justement mettre en débat les différentes visions et questions. Voilà, je voulais juste revenir sur la question du dessin. Merci beaucoup, Zégul. Vraiment, on doit féliciter les deux équipes parce que leur niveau de représentation est excellent. C'est magnifique ce qu'on a vu, et de manière différente chacune. Et on encourage évidemment cette culture du dessin à rester et à se fructifier parce que c'est effectivement la seule manière, effectivement, d'amener ce que nous avons sur la table de la meilleure manière possible. Mais on va revenir à ça. On espère toujours mieux. Merci. Encore Merci une fois. à vous, à toi et à toute l'équipe. À toute l'équipe. Merci Pauline, Capucine, Jade et Pauline d'avoir fait ce travail extraordinaire. Et bon vent, farewell, comme on dit. Allez-y, changez le monde.